Bon, je pense qu'on a tout le monde là. Ok, super. Allez, on démarre. Un petit rappel, donc, merci pour tous les personnes qui ont pu nous rejoindre pour ce workshop. On est très heureux de l'organiser avec nos amis Enix au niveau du CNCF Paris et Rancher. Merci pour la participation. Comme Alex expliqué, c'est pas aussi simple. Donc, il y a beaucoup de travail pour organiser un workshop en plus ouvert et gratuit aux gens pour essayer d'apprendre et découvrir un peu les technologies autour du cloud natif. Soyez indulgents s'il y a des petites difficultés. Ce que je vous propose, vous avez tous reçu l'agenda. Donc, l'objectif, c'est vraiment un workshop d'apprentissage. Alex Buzy vous a partagé un peu un prérequis et il a super décrit les travaux qu'il va faire et la démo sur le blog. J'espère que vous avez pu regarder. Donc, comment on va s'organiser? Si vous avez des questions sur Unshare, sur les différentes démos, n'hésitez pas de les poser directement sur la partie conversation. On va faire des petites pauses pendant la durée du workshop qui vous laisse le temps de rattraper un peu s'il y a besoin, si vous êtes en train de tester de votre côté aussi, mais aussi que le temps d'Alex et de Dimitri de prendre vos questions et de répondre. Le temps des questions sera limité, donc essayez au maximum. J'ouvrirai votre micro si vous avez besoin de poser directement oralement la question pendant le creux, mais après, comme vous pouvez comprendre, je couperai le micro parce que ça nécessite beaucoup de concentration pour nos amis Alex et Dimitri pour organiser le workshop, donc pour éviter qu'ils soient trop perturbés. Voilà, messieurs, donc n'hésitez pas, posez vos questions ou vos remarques. Et si à un moment vous n'arrivez plus à vous connecter, comme j'ai indiqué, vous pouvez, on scanne aussi la room sur le CNCF s'il y a besoin. OK, voilà, voilà. Merci à vous et profitez-en. Alex, je te passe la main. Merci Reda. Alors, bonjour à tous pour ceux qui ne m'ont pas encore vu. Bienvenue pour ce workshop, ce meet-up online de 2 heures avec une partie workshop installation de Rancher 2 et en deuxième partie démonstration de fonctionnalités avancées avec Dimitri. Donc je vais prendre la parole pendant ces 45 premières minutes, petite heure. Et on va parler en particulier des différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour installer Rancher 2. Alors, à titre d'introduction, ce workshop, il est tiré d'un blog post dont vous avez le lien ici dans les slides. Je le remettrai en fin de workshop. L'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu Rancher en l'installant. Et donc, vous avez le QR code de ces slides si vous voulez les suivre sur votre mobile ou sur un PC par ailleurs. Voilà. Je vais peut-être le laisser genre 30 secondes de plus au cas où vous voulez sortir votre mobile et puis scanner le QR code. Bon, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une première, un workshop comme ça, sur macOS X, donc avec OBS et envoyé dans Zoom. Et vous voyez mon magnifique masque de webcam qui est le logo de Rancher. Alors, je ne sais pas si je peux danser avec. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Donc, on va installer Rancher 2.4.5 qui est sorti il y a 3 jours. Je m'en suis rendu compte il y a 2 heures, donc je suis allé modifier mes scripts. On va avoir 3 approches différentes qui vont intéresser des gens avec des besoins différents. L'option A, ça va être l'option un peu tout automatique. On n'a pas trop besoin de comprendre Kubernetes pour l'utiliser. Elle s'oriente plutôt pour les débutants sur Rancher 2 et également pour tous ceux qui étaient fans de Rancher 1.6. Je pense qu'ils s'y retrouveront beaucoup dans cette option 1. J'ai pas mal pratiqué du Rancher 1.6, donc je parle un peu en connaissance de cause sur le sujet. Option B, donc là, c'est plutôt l'inverse. C'est si vous êtes vraiment proficient en Kubernetes et que vous maîtrisez la chose, vous avez probablement déjà des clusters sous la main. Donc l'idée, ça va être de rajouter Rancher sur un cluster Kubernetes existant. L'option C, ça va être un petit peu particulier. On va installer Rancher au travers de Helm. Mais vous verrez qu'il y a certaines particularités quand on fait ça qui transforment un peu la forme de Rancher et la façon dont ça fonctionne. L'idée aujourd'hui aussi dans ce workshop, c'est de découvrir un peu les composants de Rancher ou la façon dont ça tourne grâce à la formation. Et si j'arrive à remonter mon truc au-dessus, voilà, on va essayer aussi de ne pas faire cracher mon OBS parce qu'il a tendance à cracher de temps en temps.
Si ça arrive, pas de panique. Le son marchera toujours et j'ai juste à le relancer, ça devrait être bon. Alors, comment on va s'organiser pour ce workshop? Le but, c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est que vous puissiez le faire vous-même sur vos propres VM que vous avez normalement déjà à disposition, puisqu'on avait indiqué dans le workshop les prérequis. C'est assez simple, je rappelle les prérequis avant chaque option, et du coup, vous pouvez pratiquer en même temps que moi. Dans le pire des cas, si c'est trop rapide, vous inquiétez pas, il y aura la possibilité de faire des questions-réponses ensuite. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les options. Hein, concentrez-vous sur celles qui vous intéressent, je dirais. Donc, pour chacune des options, on va passer une dizaine de minutes à faire des manipulations sur un browser et un terme. On va regarder ensuite quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie qu'on a utilisée. Puis, on va faire 5 minutes de questions-réponses. Et on fera un petit récap à la fin, histoire de comparer un peu les différentes approches. Alors, avant qu'on attaque l'option A, Reda, on est à 30 participants. Je pense qu'on y va, on envoie la sauce. Oui, vas-y. Ouais, on peut commencer normalement. Alors, option A, dans cette pratique-là, donc un peu l'option tout automatisée, on a besoin de... Tac. On va avoir besoin d'une machine virtuelle ou physique pour faire tourner Rancher, que vous voyez ici, et de 2 machines à côté qui vont servir de nœud Kubernetes. En première étape, on va installer Rancher, puis en deuxième étape, on va installer Kubernetes grâce à Rancher sur ces 2 VM. Les VM, donc en prérequis, elles doivent avoir Docker d'installer, sinon ça va être un petit peu compliqué. Alors, pour l'installation de Rancher sur cette première VM, on a la version simple et la version compliquée. Donc, on parle d'une machine avec Docker. Tiens, ça va me permettre de vous montrer mon magnifique terme. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, je me connecte sur ma machine qui a Docker. Hein. Je n'ai rien qui tourne dessus. Rien de spécial. Tac. Et on a la possibilité de lancer avec une simple commande en ligne Docker, de lancer Rancher. Alors, il y a la version simple, c'est celle-ci. Elle lance tout simplement Rancher en écoutant sur les ports 80 et 443. Moi, j'ai utilisé une petite version avancée qui va me permettre d'avoir des certificats TLS via Let's Encrypt. Donc d'avoir des certificats qui permettent d'avoir du HTTPS bien propre, nickel, avec éviter les trucs genre unsecure. Et pour cette astuce-là, et pour que vous puissiez l'utiliser aussi, j'utilise nip.io. Alors nip.io, ça fait quoi? En gros, vous mettez n'importe quoi devant une adresse IP.nip.io et ça va résoudre vers l'adresse IP en question. Moi, ça m'aide beaucoup parce que l'adresse IP de ma machine, là, de mon terme, c'est celle-ci, 185.145.251.32. Et du coup, je peux mettre un nom, la mort moi le nœud devant, et tout ça, et ça va résoudre vers ma machine en question. Donc, sans plus attendre, on va faire ça, et j'ai pas mis les slides à jour ici, donc on va mettre quand même la 245 en live et sans filet. Vous savez quoi, je vais faire... Je vais la lancer en 2.4. Comme je suis un gros feignant, ça ne change pas grand-chose. Hein. La 2.4.5, elle supporte Kubernetes 1.18. Là, on n'aura que le choix en dernière version de Kubernetes 1.17, mais pour ce que j'ai vu de différence, il n'y a pas grande différence. Et dans l'option C, on installera la 2.4.5. Alors, pendant que ma machine anémique se débat avec mon Rancher, je peux aller un petit peu plus dans le détail de cette commande un peu plus complète. Donc ici, vous noterez qu'on bind un volume. Donc l'idée, c'est que la base de données, en gros, de Rancher, les données persistantes, au lieu de les laisser dans le monde Docker, dans des volumes Docker, avec le -v ici, en fait, on va s'assurer d'avoir sur notre host, sur notre VM, de conserver les données. Donc, si au bout d'un moment, j'ai mon conteneur qui s'est lancé, vous voyez qu'il écoute bien sur port 80 et 443, je vais aussi avoir logiquement un répertoire qui contient toute la persistance de Rancher. Voilà, alors à ce stade, je ne suis pas très loin d'avoir un Rancher qui marche en fait. Donc je vais lancer un nouveau tab et je vais taper sur mon URL. Alors ça ne répond pas encore, rien d'anormal. C'est probablement que mon conteneur n'a pas fini d'installer Rancher en fait. Alors je peux regarder vite fait ce qui se passe. Voilà.
vais attendre genre, on va dire 30 secondes. Il faut que je me méfie parce que le temps passe vite. Forcément, je fais mon workshop au même moment où on fait des formations. Jérôme fait des formations avec 25-30 personnes sur des clusters dédiés. Donc, les pauvres machines anémiques, là, elles prennent un coup dans l'aile. Voilà. Alors, la page s'est reloadée toute seule. Hein. Mais donc, je suis bien sur rancher-a.monadressip.nip. Donc là, vous aurez votre adresse IP à la place. Et là, je me retrouve quasiment en n'ayant rien fait à avoir mon rancher qui démarre. Alors, ce que je vais faire, je vais accepter les conditions, utiliser un mot de passe créé par défaut et ne pas envoyer de données anonymes. C'est parti. Alors, je confirme l'URL complète. Et là, vous notez que je suis bien en HTTPS, pas de problème, connection is secure, et je me retrouve donc avec un rancher. Vous avez vu, ça a pris une ligne, et ça y est, j'ai un gestionnaire de cluster Kubernetes. Alors, pour autant, à l'intérieur, dans la liste, il n'y a rien du tout, là, il n'y a pas de cluster encore. Hein. Donc, on va créer un cluster, allons-y. Donc, en se connectant sur votre rancher, vous avez l'opportunité de créer un cluster avec bon nombre d'options. Alors, vous pouvez vous connecter à des cloud providers avec différentes offres. Là, ce n'est pas le but de ce workshop. J'ai essayé de rester le plus générique possible. Je vais partir du principe qu'on est quasiment on-premise et donc que vous n'avez aucune intégration avec les cloud providers. Je vais créer mon cluster à partir de nœuds existants. C'est les nœuds prérequis dont on a parlé tout à l'heure dans les slides. Hop, donc je vais l'appeler option A, ce cluster. Et puis, par exemple, je ne vais pas prendre la dernière version, je vais prendre celle juste avant. Vous verrez pourquoi plus tard. Next. Là, je me retrouve sur un wizard qui me permet en fait de générer des lignes de commande à la volée pour ajouter mes nœuds. Vous voyez, ça se change en fonction des réglages. Alors, la première chose que je vais faire, c'est lancer un masternode Kubernetes. Donc, je vais choisir l'option control plane et la base de données etcd qu'il y a derrière. Et donc, je vais lancer cette commande-là sur mon premier nœud. Alors, mon premier nœud, là, je vais sortir de mon conteneur. Ce que je vais faire, comme je n'ai pas forcément d'adresse IP sur mon premier nœud, je vais faire un truc très sale en production, mais qui marche très bien en dev, c'est partager mon SSH agent. J'allais prendre l'IP de mon nœud numéro 2. Alors, c'est rancher 192.168. Alors, vous y connectez probablement avec une adresse IP publique ou ce genre de choses. C'est votre premier nœud Kubernetes. Vous avez Docker qui fonctionne dedans. Et là, bam, je vais coller la ligne de commande que m'a fourni l'interface Rancher. Et il va automatiquement donc déjà récupérer un conteneur qui est le Rancher agent que vous voyez là. Puis derrière, il va vous lancer une tétrachier de conteneurs qui correspondent à tous les composants Kubernetes pour faire tourner un masternode. Donc là, je devrais avoir mon premier nœud, très bien. Et vous allez voir, si vous êtes resté sur votre interface web, vous allez voir apparaître le nœud sans rien faire. Vous n'avez pas besoin de cliquer où que ce soit. Rancher a détecté qu'un premier nœud s'était abonné et va participer au cluster. Alors, sans quitter la page, je vais également créer mon worker node. Donc, je décoche tout et je laisse juste worker. Tac. Cette fois-ci, je vais me connecter à mon deuxième nœud, lui, à IP12. Okay. Alors, vous voyez, option A3. Mon premier nœud, c'est Rancher. Mon deuxième nœud, c'est le masternode Kubernetes. Et mon troisième nœud, c'est le worker node Kubernetes. Forcément, si je copie-colle n'importe comment, ça ne va pas le faire. Tac. Là, je ne vais même pas regarder à la limite, puis je vais attendre que mon deuxième nœud apparaisse dans l'interface. Et après, il vaudrait mieux que je fasse la conversation pendant que je fais ça. Donc, je vais quand même regarder ce qui se passe. Pour faire la conversation, je peux vous parler de l'OS immutable que j'utilise pour faire tourner Docker. Ah bah tiens, le deuxième nœud est arrivé. Donc, je ne vais pas vous parler d'OS immutable tout de suite. Je vais d'abord m'occuper du cluster. Alors, les deux nœuds sont ajoutés. Et là, vous voyez que dans ma liste des clusters, j'ai bien mon premier cluster qui est là. Il est encore en provisioning, donc il n'est pas encore prêt. Par contre, je peux cliquer dessus,
Donc là, je n'ai pas encore d'infos, ça sera le cas quand il sera vraiment disponible. Vous voyez les étapes d'installation en fait en haut de votre page Rancher. Puis vous pouvez aller voir la liste des nœuds. Donc j'ai bien mon nœud numéro 2 qui correspond à un master node, puisqu'il va lancer la base de données etcd plus le control plane, et puis un worker node qui est ici. Donc si vous laissez assez de temps, vos nœuds vont devenir disponibles, et on va avoir la vision du cluster avec les ressources disponibles et ce genre de choses. En attendant que ça se passe, je vais pouvoir vous parler des plus et des moins de cette approche-là. Allez, c'est parti. Donc, pendant que ça mouline derrière, on peut parler un petit peu des avantages et des inconvénients de cette pratique-là. Gros avantage, c'est probablement la plus simple. Vous avez juste des nœuds avec Docker et hop, vous pouvez lancer du Kubernetes plus un rancher. Alors là, je vous ai mis un master node et un worker node, mais en fait, vous pouvez lancer 3 master nodes ou 5 master nodes et 30 worker nodes sans souci avec cette approche, il n'y a pas de souci. Vous aurez très peu de maintenance à faire parce que Rancher va s'occuper d'installer et de mettre à jour votre cluster Kubernetes. Ça, c'est un des gros avantages de cette approche-là par rapport aux deux autres. Ah, tiens, ça y est, j'ai un nœud qui est ready. Donc, mon master node est dispo et puis le node worker n'est pas encore prêt. Ce qui veut dire que je ne devrais pas tarder à avoir un cluster qui est disponible. Voilà. Donc, j'ai mon cluster qui est disponible et il me dit, attention, il y a des nœuds qui ne sont pas encore actifs. Normal. Voilà, c'est en train de se mettre à jour. Il y a le nœud qui est en train d'arriver. Alors, je reviens sur mes pros and cons. Comme je précisais au début, c'est vraiment l'approche la plus proche qu'on puisse avoir par rapport à du Rancher 1.6, pour ceux qui affectionnent l'approche Rancher 1.6, très simple pour faire de l'orchestration de conteneurs. Effectivement, malheureusement, Rancher 1.6, c'est plus supporté, mais ceux qui aimaient bien l'approche la retrouvent avec cette option-là. Dans les points un peu moins cool, l'intégration compliquée avec du réseau ou du stockage ou ce genre de choses, va probablement être un peu plus compliqué dans cette approche-là que dans les autres. Vous avez un accès un peu limité aux fonctionnalités avancées de Kubernetes, notamment les trucs alpha. C'est faisable, mais c'est compliqué dans cette approche-là et beaucoup plus simple dans les autres. Et enfin, cette approche-là n'utilise pas du tout KubeADM. Donc, si vous comptiez faire appel au tutoriel sur le net pour installer Kubernetes avec KubeADM, raté, puisque cette approche-là utilise RKE, qui est un installeur de la société RancherLab, qui est open source d'ailleurs, de mémoire, et qui est utilisé par Rancher pour traiter, installer et mettre à jour le cluster. Alors, hop, bon, pendant qu'il pédale dans la smoule, ce que je vais peut-être proposer, Reda, sur ce magnifique range Skywalker, c'est de prendre des questions sur cette première approche. Ouais, c'est le bon moment après l'option A. Si, j'autorise les gens, si vous voulez poser la question directement oralement ou à l'écrit, donc n'hésitez pas. Merci Alex. Donc ça, c'est la première option. Là c'est toutes les démarches de la première option que tu as présentée. Ouais, je suis triste si vous n'avez pas de questions. Je ne vais pas me mettre à pleurer, surtout que ça nous fera aller plus vite, parce qu'on est un peu short, mais je serais très heureux de répondre à des questions. Si vous n'arrivez pas à vous unmute, n'hésitez pas à lever le doigt sur le chat. On va se laisser à des questions. Non, c'est moi qui ai. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, peut-être on peut avancer sur l'option B si personne n'a aucune question sur la première option d'installation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, allons-y. Bah ok, alors, avance. Option B. Donc là, on part du principe qu'on a un cluster Kubernetes préexistant, déjà installé par ailleurs, et on veut simplement ajouter Rancher 2, j'allais dire par-dessus, mais c'est un peu plus compliqué que par-dessus, puisqu'il va être intégré dans le cluster. Donc, étape 1, on installe Rancher sur la VM, comme dans l'option A. Étape 2, là, c'est différent. On va importer un cluster existant dans Rancher. Donc, le cluster existait déjà avant que je lance cette option B. L'option A, je vous la remonte pour ceux que ça intéresse et qui viennent d'arriver. Donc, on lance un Rancher dans une machine à part qui faisait déjà tourner Docker afin d'avoir accès à l'interface. Moi, je vais évidemment réutiliser celui que j'ai déjà lancé.
Donc, je vais me connecter sur celui que j'ai déjà lancé, qui d'ailleurs au passage a terminé son travail. Donc là, j'avais mon beau cluster option A. Et là, je vais me faire maintenant un cluster option B. Donc cette fois-ci, quand je le crée, je vais choisir importer un cluster existant. Tac. Et cette fois-ci, vous avez vu, il n'y a pas de wizard, on ne me pose pas beaucoup de questions. J'avais plein d'options dans l'option A, j'avais plein d'options. Là, j'ai juste la possibilité d'ajouter dans mon cluster Rancher. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, ça m'a généré la ligne magique qui va tout changer. Alors, si vous ne voyez pas sur la vidéo, ça pointe sur... Bon, on va regarder plus en détail en le faisant, ce sera plus simple. Donc, ce que je fais là, je vais me connecter sur mon cluster Kubernetes, dont l'IP est... c'est user Ubuntu sur l'IP 05. Voilà. Alors, je suis en route comme un gros sable et je devrais avoir un cluster qui tourne. Yes, j'ai un cluster qui tourne avec un master node et un worker node. Ça marcherait sur des clusters beaucoup plus gros, pas de problème. Donc là, j'ai simplement collé. Bien joué. Je vais récupérer la ligne. Voilà, je vais copier la ligne et vous remarquerez donc que je pointe sur mon cluster. En fait, j'ai fait un kubectl apply-f. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va lire le fichier YAML qui est généré par Rancher et qui contient plein de ressources. Allez, feu. Voilà, les ressources dont je parlais, c'est... alors, le plus simple, ça va être un déploiement. Il y a un daemon set, mais il y a également des cluster roles, des secrets, un service account, un namespace, etc. Donc, je viens de lancer tout ça. Et boum, pareil, détection automatique, j'ai même pas cliqué. Là, je suis juste arrivé sur la page au moment où ça se passait. Et vous voyez que c'est en train d'importer mon cluster de l'option B. Alors, je vous ai mis le lien dans les slides ici. Là, j'ai viré le token. C'est une sorte de secret temporaire pour installer votre cluster. C'est généré automatiquement par Rancher. Ce qu'on peut faire dans cette approche, vu que si on regarde notre cluster option B, ça y est, il est intégré et j'ai le contrôle. Alors, j'ai bien de la workload qui tourne avec des pods. Il y a bien un core DNS et tout. On voit tout. Et ça, c'est alors option A, mais vous avez également en option B. Vous voyez bien un core DNS également. OK. Alors, on va peut-être zoomer un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cluster en regardant les namespaces. Donc, c'était get namespaces. Par défaut, sur un cluster normal, j'aurais ces quatre-là. Et là, j'ai un cattle system en plus. Alors, je peux aller regarder ce qui se passe dedans en précisant cattle système comme namespace et en essayant de récupérer tout ce qui tourne à l'intérieur. Alors, je remarque un certain nombre de choses, déploiement, un daemon set. Ah, bon, ce qui va m'intéresser le plus, c'est probablement les pods. OK, donc les pods, je remarque qu'il y a un cluster agent et un node agent. Cluster agent, donc c'est Rancher qui va faire tourner un agent à l'intérieur du cluster, et node agent, c'est un agent par nœud. Comme j'ai deux nœuds, eh bien, je vais avoir un agent qui tourne sur chaque. Je peux le voir d'ailleurs. Comme ça, vite fait, on va remarquer que j'en ai un sur B2 et un autre sur B1. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce stade sur l'option B. Donc, on va regarder un petit peu les pour et les contre de cette option B. Bon, vous avez vu, j'ai fait très rapide, mais c'est très rapide parce que c'est très pratique et assez facile de rentrer dans ces approches-là. L'option C sera un peu plus complexe, par contre. Dans cette option B, donc, c'est extrêmement rapide. Le cluster Kubernetes étant déjà là prêt à agir, avec tout préinstallé, finalement, il ne s'agit que de lancer 3 pods dans mon cluster. Là. Donc, c'est relativement rapide. On a notre cluster qui est immédiatement disponible dans Rancher. On garde un contrôle total sur son cluster, c'est-à-dire qu'on peut continuer à avoir son kubectl par ailleurs pour manipuler son cluster comme on le faisait d'habitude, mais on récupère bien une interface avec quasiment toutes les fonctionnalités de Rancher. Je vais en parler un peu plus là. Alors, dans les défauts,
moi j'en vois un principal, c'est que la maintenance de Kubernetes n'est pas faite par Rancher dans ce cas-là, dans cette option B. C'est à vous de maintenir votre cluster Kubernetes. Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire, un, vous le mettez à jour vous-même, mais deux, vous devez vous assurer, si vous n'y touchez pas souvent, de mettre à jour vos certificats aussi, parce que vos certificats peuvent expirer. Les certificats des Kubelet, des API Server et ce genre de choses, ou même de l'ETCD. Donc, très clairement, cette option B va vous coûter plus cher en maintenance derrière, mais c'est peut-être une maintenance que vous aviez déjà par ailleurs, puisque vous gériez votre cluster Kubernetes. Un autre point peut-être un peu négatif, c'est que dans l'option A, on vous propose de lancer directement un ingress dès l'installation du cluster. Là, il va falloir l'installer après comme une application à part en mettant un petit peu de configuration. Donc, c'est peut-être un petit peu moins aisé de ce point de vue-là. Voilà, on en arrive à la deuxième pause pour les questions. Il y a une question pour toi si tu peux regarder sur la version. Alors, quel type de cluster supporté pour option B? 4OS. Oui, 4OS, ça tourne dans Rancher. Je l'utilise à la maison pour faire tourner mes Raspberry en ARM64. Et chez Enix, on l'utilise pour nos télés de monitoring. Elles sont toutes branchées en Raspberry Pi 4 et on est en train de tout migrer sur du 4OS qui est plugué dans du Rancher justement. Donc de ce point de vue-là, ça marche bien. Dimitri pourra peut-être répondre à une autre question qui est est-ce qu'on peut installer un cluster option A, est-ce qu'on peut faire du 4OS? Je ne pense pas. Enfin, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Mais dans l'option B, importer, aucun problème. Ça marche plutôt pas mal. C'est détecté dans l'interface, ça t'affiche que c'est du 4OS et tu as un bon nombre de fonctionnalités, celles de 4OS, puisqu'on sait que 4OS, c'est moins full feature que K8S. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ou peut-être si tu as envie de discuter, n'hésite pas à... J'ai activé le micro. Si quelqu'un veut poser la question directement, n'hésitez pas. Donc là, on est dans la deuxième option. Option B. Ouais. Ouais, j'aurais pu mettre un beau titre, tu vois. Une des remarques là, c'est que j'aurais pu faire ça un peu mieux pour rappeler de quoi on discute. Bah, si on n'a pas d'autres questions, S'il n'y a pas d'autres questions, ouais, on peut. Attends, il y a une question. On se fera un petit coup de discussion. Il y a une question. Ouais. Alex, il y a une question, quelqu'un qui vient de la poser. Alors, dans l'option A, ta sauvegarde, j'en ai pas parlé en particulier, mais ta sauvegarde, ton backup ETCD est géré par Rancher. Il peut même te l'uploader sur un stockage S3 qui est extérieur. Donc, sauvegarde automatisée de manière régulière, pas de problème. Dans le cadre de l'import d'un cluster, c'est moins vrai. C'est moins vrai parce que déjà, Rancher n'a pas accès à ton ETCD. Il ne sait même pas comment s'y connecter. Il est obligé de passer par l'API Kubernetes. Par contre, ça ne t'empêche pas de lancer des workloads à l'intérieur du cluster avec des droits admin pour pouvoir, par exemple, sauvegarder toutes tes ressources, genre avec Velero si tu connais comme appli. Mais là, dans cette option B, Rancher n'a pas autant accès aux composants du cluster Kubernetes. Il n'a pas accès au TCD, donc il ne peut pas faire aussi bien les sauvegardes que dans l'option A. Voilà. Okay. Je vous propose d'arrêter là les questions pour ici, et puis on va reprendre des questions juste après l'option. Okay. Qui est un peu la plus poilue. Pour l'instant, mon setup tourne bien et il y a juste mon laptop qui est en train de prendre feu parce que j'ai de l'encodage dans tous les sens et qu'il fait chaud. Alors, option C. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, là, comme prérequis, on souhaite avoir un cluster Kubernetes préinstallé, donc un petit peu comme l'option B. On souhaite avoir un des nœuds qui a une IP publique. Et on souhaite avoir M3 pour installer un certain nombre de choses. Les étapes, ça va aller dans ce sens-là. On va d'abord installer un ingress controller sur notre cluster. Alors, si vous avez déjà un ingress controller, bah, oubliez cette étape 1. Ensuite, on va installer Cert Manager. J'ai expliqué à quoi ça sert. Et enfin, on installe avec Helm Rancher dans ce cluster. Pourquoi est-ce qu'on a ces trois étapes? Parce que j'ai fait le choix de faire un truc un peu plus compliqué que la normale, histoire d'avoir une option C un peu plus costaud. L'idée, c'est toujours d'avoir du certificat dynamiquement alloué par Let's Encrypt via un protocole ACME. Et pour ce faire dans un cluster Kubernetes, c'est plutôt standardisé, je dirais, aujourd'hui. On utilise souvent, pour exposer des services web, un ingress controller, et on peut y ajouter un cert manager à côté qui va ajouter la couche négociation des certificats avec Let's Encrypt. Alors il y a plein d'autres fonctionnalités et plein d'autres possibilités, mais ce n'est pas le but de ce workshop. En tout cas, je voulais avoir l'occasion de vous présenter un peu ces outils-là et de l'utiliser pour avoir un beau certificat bien propre pour Rancher.
attention, dans cette approche-là, Rancher n'est plus à part. Il est à l'intérieur du cluster Kubernetes. Ce n'est pas une VM à part, ça va tourner à l'intérieur du cluster. Alors, c'est parti. On va commencer par se connecter sur notre cluster. Notre cluster qui est sur l'IP, j'ai mes anti-sèches, hein. Hop là, sur la 6. Donc là, j'ai un nouveau cluster tout propre. Voilà. Et j'ai normalement aussi Helm installé. Tout va bien, j'ai bien préparé mon workshop, il faut croire. Et c'est parti, on va attaquer avec les différentes étapes. Donc en premier lieu, je vais installer mon ingress. Et comme vous ne le savez peut-être pas, avec M3, ça ne manage plus les namespaces, donc c'est à vous de les créer. Donc je vais créer un namespace ingress system. Et ensuite, je vais utiliser Helm pour installer mon ingress. Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise cette première ligne qui permet de rajouter un repo Helm. Voilà. Je dois pouvoir faire un Helm repo ls. Et donc là, j'ai installé dans Helm mon repo qui pointe vers là où se trouve le Helm-chart Nginx. Helm-chart, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est en gros la façon de packager de Helm des applications pour que ça tourne sur Kubernetes. Comme je veux faire tourner un ingress controller Nginx, je vais chercher le repository où c'est disponible. Alors là, je vais lancer une ligne de commande avec une petite particularité. Bon, je précise dans quel namespace je le lance. Et je vais les lancer, histoire de ne pas être dépendant d'un cloud provider. Je vais faire ça en mode un peu avec la clé à molette. Je vais le lancer en host-port et en mode daemon set. Ça veut dire qu'il va se lancer partout sur tous mes nœuds, sauf les master nodes. Comme je n'ai qu'un nœud worker, il va se lancer uniquement sur le nœud worker et prendre les ports 80 et 443, c'est ce qui m'intéresse. Donc allez, c'est parti. On shoot. Donc là, il y a Helm qui va se connecter à l'API Kubernetes, potentiellement faire des tests, balourder tous les objets qu'il souhaite balourder, et à la fin me rendre la main en me disant, voilà, j'ai fait mon boulot, voilà quelques informations contextuelles. Bon, moi, si je regarde ce qui se passe, je vois qu'il y a un namespace ingress et à l'intérieur, deux services, un daemon set et un pod. Et mon pod, il est running, mais il n'est pas encore ready. Donc on va juste attendre qu'il soit ready. Voilà, il est ready. Et ça nous permet logiquement d'avoir... Alors là, je prends des risques parce que il va y avoir du cache plus tard, mais c'est pas grave. L'URL que j'ai choisi, c'est rancher-c. Vous la voyez ici. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser nouvelle tab, clac. Et donc là, on a l'impression que ça ne marche pas, mais en fait ça marche très bien. Ça répond en HTTPS avec un certificat foireux parce que je ne m'en suis pas encore occupé. Et puis c'est tout pour l'instant. Est-ce que je suis sur la bonne IP? Ouais, je suis bon, je suis sur la bonne IP. Donc on va creuser un petit peu. Maintenant que mon ingress controller répond et qu'il n'a pas les bons certificats, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va installer Cert Manager. Alors, pareil, hein, même pratique. Je vais créer déjà... Pardon. Je vais créer... Forcément, si je sélectionne, je vais pourrir mon cache de copy-paste. Voilà, je crée un namespace Cert Manager. J'ajoute le repo qui correspond à la société qui édite Cert Manager. Donc là, c'est Jetstack. Et derrière, j'installe Cert Manager, donc via Helm, en précisant le namespace, en demandant la version 0.15.1, parce que la dernière fois que j'ai essayé, le Helm-chart n'installait que la 0.15.0. Et en précisant, installe-moi les CRD, les Custom Resource Definition, on en parlera un petit peu plus dans les slides après. Alors allons-y. Je shoot. Et boum. Boum dans le sens, ça marche. Vous l'avez compris. Donc si je regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore un paquet de trucs. Je vais regarder les pods. J'ai 3 pods. Donc j'ai un Cert Manager, un CA Injector et un Webhook.
Et je vais attendre que tous mes pods soient ready. Donc là, j'avais le manager, c'est bon, le CA injector, c'est bon, le webhook, c'est bon. Donc tous les trois sont bons, a priori. Si je relance ma commande sans le wait, ils sont tous les trois en running. Là, j'ai un cert manager fonctionnel. OK. Donc à ce stade, ce que je viens de faire, c'est d'ajouter à mon ingress controller des fonctionnalités de gestion des certificats automatiques. Donc, si jamais je demande à mon ingress de me faire un host HTTPS trucmuche, point machin chose, etc., ben, automatiquement, Cert Manager va voir que je demande ça et va négocier avec Let's Encrypt. Et si jamais j'ai une bonne redirection DNS, ce qui est mon cas grâce à mon astuce de nip.io, ben, il va y avoir la négociation qui a lieu et je vais obtenir un certificat tout beau, tout propre. Alors, ça, c'est dans le plan où tout se déroule sans accroc. Donc, on va voir si tout se déroule sans accroc. Comme j'ai tout de près sur mon cluster, maintenant, je vais installer Rancher en tant que tel via Helm sur mon cluster Kubernetes. Donc, sans surprise, je vais créer un namespace cattle-system. Je vais installer le repo correspondant là où se trouvent les mshards de Rancher. Et ensuite, j'ai installé Rancher avec quelques options particulières. Alors, je vais lui dire, en gros, voilà le hostname que je veux utiliser pour mon certificat quand on m'appellera. Donc, vous avez vu, c'est l'astuce nip.io. J'ai n'importe quoi devant mon adresse ip.nip.io. Ensuite, je précise que je veux que mon certificat soit récupéré parce que par défaut, il va générer un truc qui n'est pas reconnu par tous les browsers. Donc là, je veux utiliser Let's Encrypt, je veux utiliser tout ce que je viens de mettre en place. Et puis, je suis obligé de préciser mon adresse email. Alors, mettez pas mon adresse email si vous copiez, s'il vous plaît, le schmilblick. Tac. Alors, voilà. Et maintenant, à un moment donné, je vais avoir accès à Rancher. Alors, on va essayer de regarder un petit peu comment se travaille tout ça. Je suis revenu sur ma page qui merdait tout à l'heure, celle-ci. Si je reload, tant que je n'ai pas un certificat correct là-dessus, ça va probablement pas bien se passer. Donc, je vais aller regarder. Ah, regardez, ça met un peu plus de temps à charger. Non, pas mieux. Donc, je vais aller regarder ce qui se passe un petit peu à l'intérieur du cluster. Vous vous rappelez que j'ai un namespace cattle system ici. Hop. Donc je vais regarder à l'intérieur de ce cattle system ce qui peut se passer. Si j'enlève mes moufles. OK. Donc, je vais regarder une fois de plus les pods un peu pour voir ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes ranchers qui ne sont pas encore bons. Ils sont running, mais ils ne sont pas ready. Puis j'ai un Acme HTTP Solver. Alors Acme, ça peut vous dire peut-être quelque chose. C'est, j'en parlais tout à l'heure, Let's Encrypt, ça utilise le protocole Acme. Donc en fait, là, il y a une négociation qui est en cours pour récupérer le bon certificat. Et semble-t-il, c'est bon, le conteneur vient de se terminer. Donc, et tiens, ça tombe bien, tous mes nœuds ranchers sont logiquement lancés. Et ben, on va aller vérifier ça. Donc si je reload mon interface, bim, la magie opère. J'ai un certificat secure et mon rancher qui vient d'être démarré. Donc même genre d'option que les autres fois. Boum, on confirme l'URL et félicitations, vous venez d'avoir votre premier cluster installé dans cette option C. Alors ça n'est pas encore terminé, il est en train de se passer un bon paquet de choses à l'intérieur de votre cluster en fait. Et on va en discuter un peu plus en détail. Tiens, ça y est, il est disponible. Donc là, vous remarquez, mon cluster dans lequel j'ai installé Rancher est auto-injecté dans Rancher. Vous le voyez ici en tant que local. Évidemment, quand vous installez avec Helm, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer immédiatement, mais c'est une possibilité qui est bien pratique quand vous voulez intégrer Rancher directement. Alors, ce que je voulais faire, c'était prendre le temps d'aller observer un petit peu ce qui se passe au sein du cluster. Il nous reste 7 minutes si je veux vraiment être dans les temps, donc je vais probablement déborder Reda de 5 minutes. Les 40, oui, on est à 40. Mais on n'est pas 45. sur le timing. Ça va, tu as le temps d'entrer dans le détail s'il y a besoin. Donc là, regardez, je regarde mes namespaces et là, oh là là, il s'est passé déjà pas mal de trucs. Donc, au-delà de mon ingress et de mon cert manager que j'ai installé, et de ceux par défaut, je me retrouve avec plein de cattle, plus un local, plus un P, blablabla, plus user, truc muche.
Alors, si vous connaissez un peu Rancher, vous remarquez que ça ressemble ça à des noms d'objets qui existent dans l'interface Rancher. Donc, on va aller voir si je ne dis pas de bêtises. Et on va regarder comme ça. Si je vais dans mon cluster local et que je regarde les différents projets qui existent, notamment le projet système, vous remarquerez dans l'URL en haut que le projet système, en fait, c'est le projet PF8VM7. Et si je vais regarder le projet default, c'est le P22PPF. Est-ce que ça correspond? Ouais, ça correspond. Donc là, j'ai des projets Rancher qui se retrouvent en tant que namespace dans mon cluster. Intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi après, enfin en tout cas de ma compréhension. Et puis là, à l'intérieur, je ne vois rien. Il n'y a rien, ça c'est normal. Donc il n'y a rien à l'intérieur de ces namespaces. Qu'est-ce qui se passe en fait? Rancher, à partir du moment où vous l'avez installé dans votre cluster, si vous êtes un aficionado de Kubernetes, vous savez qu'on peut gérer la persistance des données via des persistants de volume. Tout ce qui est base de données, etc., généralement les utilise. Et ça n'est pas trivial forcément à faire marcher dans un cluster Kubernetes. Mais là, j'ai installé du Rancher, il y a de la persistance, puisqu'il y a de la gestion utilisateur, des projets que vous pouvez créer, etc. Et pour autant, ça ne m'a pas demandé de persistant de volume. Donc, ce qui se passe, et je trouve ça assez smart de ce point de vue-là, Rancher met sa donnée persistante dans l'API Kubernetes. Au lieu d'avoir une DB, Rancher va stocker dans l'API Kubernetes les informations qu'il souhaite persister. Donc, de cette façon-là, plus besoin de base de données, tout est dans l'API. Et comment on remarque ça? Si vous le savez déjà, dans un cluster, vous avez des custom resource definition. Et c'est une façon d'étendre Kubernetes et l'API de Kubernetes pour, en gros, le rendre programmable et pouvoir stocker des objets différents que ce que Kubernetes stocke habituellement. Donc, si je fais un petit tri vite fait pour voir combien j'en ai, je ne sais pas si vous voyez bien, là, je vais mettre bien gros le chiffre. 68. 68 custom resource definition. On ne se demande pas pourquoi il n'y a plus de DB. En fait, Rancher vient de transformer Kubernetes en base de données, pour faire simple. Alors, plutôt que de faire exploser mon terme, on va discuter un petit peu des pour et des contre, et après on aura les questions-réponses, et j'aurai un slide de conclusion, et voilà, on aura terminé. Donc probablement 5 minutes en retard. Vas-y, non, ça va t'aider dans le temps. Sur cette option C, qu'est-ce qui est pas mal? Eh bien, déjà, tout tourne dans Kubernetes. Pas de VM à part pour Rancher, pas de stockage à part pour persister les données. Tout tourne à l'intérieur de Kubernetes. Donc déjà, ça, je trouve que c'est un réel plus. Pas besoin de persistant de volume. Alors, ça peut paraître un peu crado à la base, de ne pas utiliser de base de données, etc. Mais finalement, Rancher a complètement adopté l'approche on met tout dans l'API et bénéficie du coup de la haute disponibilité de Kubernetes. Si jamais vous avez 3 masternodes ou bien un réplica de la base de données etcd sur 3 ou 5 nœuds, par exemple, vous avez une haute disponibilité et une réplication de votre donnée persistante. Donc tout d'un coup, là, Rancher se met à utiliser une API qui lui permet d'être hautement disponible. Autant dire que c'est quand même beaucoup plus simple, à maintenir. Je préfère avoir des données dans une API Kubernetes que d'avoir un cluster de DB Maria ou Postgre ou que sais-je. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça assez smart. Autre avantage, Rancher installé comme une app. Là, j'ai juste créé une app qui déclare un ingress et du coup qui devient disponible en HTTPS pour être utilisable. Et finalement, on pourrait dire, bon, c'est un petit peu tordre le sens du truc, mais on pourrait dire que c'est presque stateless, puisqu'il n'y a pas de persistant de volume et pas de DB. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, le state, il est dans etcd, dans l'API Kubernetes. Mais ça peut amener à argumentation, je dirais. Et enfin, dans les contres, alors dans les contres, vous l'avez vu, hein, notre pauvre cluster, là, il a pris cher, il y a 68 CRD, il y a plusieurs namespaces, et encore, je n'ai pas créé de projet, pas créé de user et tout ça, donc ça va être rempli par plein de choses. D'ailleurs, les CRD, en fait, ils sont stockés, j'en parlais tout à l'heure, mais ils sont stockés dans ces namespaces-là. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on les croit vides, mais en fait, c'est simplement que les CRD sont rangés dans ces namespaces-là.
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tous les accès rancher vont faire des appels API Kubernetes au lieu de faire des appels via une DB. Donc, on va forcément charger un peu le kube API Server avec plus de requêtes. Et puis, dernier point un peu négatif, à désinstaller, c'est assez douloureux puisqu'il y a pas mal de, pour ceux qui connaissent, de finalizers, qui, même sur les namespaces, ce qui fait qu'il faut que Rancher marche pour désinstaller certaines parties de Rancher. Autant vous dire que c'est un petit joyeux bordel à désinstaller quand vous êtes dans ce genre d'approche-là. Donc je dirais que, grosso merdo, Kubernetes est un peu poussé dans ses retranchements avec ce genre d'option C. Et je vous propose d'avoir quelques questions avant que je conclue sur le tour un peu de ces options A, B et C. Bah, on peut commencer. Il y a déjà 2 questions tout à l'heure qui ont été posées, si tu peux voir. Donc, la première, c'est un peu sur l'option A. Quel ingress par défaut déployé dans l'option A? C'est une question tout à l'heure qui Alors, a il été me semble que posée. c'est Nginx qui est déployé par défaut dans l'option A. Si je retourne sur mon Rancher A, tac, tu voulais savoir quelles sont les options d'ingress par défaut. Eh bien, tu vas trouver ici un peu plus bas, mais je vais laisser peut-être Dimitri en parler de ça, mais tu dois pouvoir choisir, voilà, Nginx Ingress, tu choisis si tu l'actives par défaut ou tu le désactives. Alors, attention, hein, si tu veux installer un autre Ingress Controller, pas de problème. Tu choisis juste ici Disable, et puis tu vas l'installer toi-même ensuite. Et la deuxième question sur les réplicas. Alors, on peut avoir des réplicas de Rancher. Alors, dans ce workshop, je l'avais écrit dans le blog post. Je n'ai pas précisé en début de workshop, mais j'ai fait complètement table rase de la haute disponibilité et de multiples réplicas. Pourquoi? Un, parce que ce n'est pas le but de ce workshop. Là, je vous l'ai montré les différentes stratégies. Deux, parce que ça marche dans les 3 cas. On peut faire de la haute disponibilité dans les 3 cas. Ce n'est pas un différenciant. Dans les cas option A et option B, on va devoir effectivement lancer Rancher au lieu de lancer sur un seul nœud Docker. On va le... Voilà. Voilà, ça, c'est mon timer qui m'explose les oreilles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est comique. Donc, il faut lancer Rancher au lieu de le lancer en mono single node avec la DB à l'intérieur, il faut le lancer en mode haute disponibilité. Dans l'option C, par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a déjà plusieurs pods qui tournent. Et en fait, Rancher est en haute disponibilité déjà. Est-ce que je peux faire un truc comme ça, là, bien sale? Voilà, on a déjà 3 Ranchers qui tournent en fait. Donc c'est déjà en haute disponibilité quand tu l'installes avec l'option C. Attention, ça dépend quand même de ton ingress controller qui doit lui être aussi en haute disponibilité et de la base de données entre guillemets qui est sous Rancher qui s'appelle Kubernetes qui doit être en haute disponibilité. Je rappelle ici que là, ce n'est pas le cas. J'ai beau avoir 3 Ranchers qui tournent, j'ai un seul masternode, j'ai une seule DB etcd. Donc si ce nœud la saute, bisous, au revoir le Rancher. Une question sur le volume. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, non, je n'ai pas vu. Vas-y, dis-moi. Donc, une idée du volume de la conf DB Rancher stockée sur le CAD. Ah, de la taille en espace disque, eh bien, je n'en ai fichtrement aucune idée. C'est une très bonne question. Je n'ai pas regardé ça. Est-ce que j'aurai une commande rapide cube pour aller voir ça? Pas forcément. Il faudrait que j'aille voir le TCD. Dimitri peut rentrer après dans le sujet et expliquer s'il y a Ouais, des si options. Dimitri a l'info, c'est cool. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'en fait, l'option C n'est pas si différente de l'option A et B, puisque là, on a vu que ça stockait dans l'API de Kubernetes les données. Mais en fait, dans l'option A et B, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du conteneur qu'on a lancé, là, il y a un K3S qui tourne pour stocker de la même façon la donnée, en fait. Donc, le code Rancher n'utilise qu'une seule façon de faire, c'est juste qu'on ne le voit pas dans l'option A et l'option B, et que dans l'option C, on le plug sur notre etcd ou notre cluster Kubernetes. Je n'ai par contre pas la réponse sur la volumétrie, désolé. Peut-être Dimitri, après, on pourra essayer de répondre à cette question-là. D'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez poser la question Tu as déjà directement. testé Trafic en Ingress sans Cert Manager? Bah ouais, ça marche super bien, Trafic. Alors la version 2 se base sur des CRD aussi, et c'est assez compliqué à setup, je trouve, par rapport à la 1.7, mais sinon ça marche bien. L'idée du volume de la conf DB, ça Ce que je t'ai posé, ouais, je t'ai posé la question. par défaut déployé, est-ce que Rancher peut sauvegarder? On a vu toutes les questions. Et là, dans ce cas-là, je Okay. vais conclure. D'autres questions? Soit écrit à l'oral pour Si les vous gens avez qui des sont questions, on va connectés. les choper au vol, pas de Ouais. problème. Je suis sur N'hésitez ma pas. lancée. Ouais. Je termine. Super quick review.
Super quick review. Donc l'option A, installation tout automatisée. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Très clairement, si vous voulez démarrer avec Rancher, c'est une bonne option. Si vous aimez Rancher 1.6, c'est une bonne option. Vous n'aurez pas 100% des features sous contrôle. Je parle de 100% des features de Kubernetes. Vous n'aurez pas 100% du contrôle de Kubernetes, mais franchement, vous pourrez déjà énormément travailler et vous aurez un accès kubectl, si vous le souhaitez, au cluster Kubernetes derrière. Donc, ça vous permet d'avoir tout en un, de pouvoir quand même faire du Kubernetes natif si vous avez envie d'évoluer vers ça. Je trouve que c'est une très bonne approche pour commencer. L'option 2, c'est l'opposé. C'est vous avez déjà du Kubernetes, vous voulez utiliser Rancher comme un add-on, au passage qui est relativement facilement désinstallable dans cette option B. Un add-on qui va vous apporter beaucoup de choses par rapport à du Kubernetes Vanilla. Moi, j'appelle souvent Rancher en fait une distribution Kubernetes parce que ça ajoute la gestion d'authentification, la gestion de l'installation des apps, le monitoring Prometheus Grafana automatisé, blablabla et que sais-je. Et je vais laisser d'ailleurs Dimitri en parler. Et option C, là, on est dans l'approche j'installe Rancher avec Helm. Ça prend beaucoup de place sur le cluster, c'est assez particulier. Ça a la beauté de ne pas demander de ressources autres que le cluster Kubernetes. Donc, si vous êtes chez un cloud provider, par exemple, ça peut être intéressant parce qu'au lieu d'avoir une VM à part avec Rancher, bah là, vous demandez juste un EKS ou AKS, etc. Puis vous installez Rancher dessus, quoi. Attention, c'est un peu, je mets overwhelming. En fait, votre cluster, derrière, comme je le précisais, il prend un petit peu cher. Pas trop cher, mais il pourrait y avoir des cas bizarres où si vous avez 200 développeurs qui se connectent sur votre Rancher, que ce soit votre kubeAPI serveur qui fasse un peu la gueule, et du coup qui mettent en rade le reste du fonctionnement du cluster. Donc attention à cette dernière option C. Et le slide de la fin, clac, ça ne sert à rien. Hop, j'enlève ma... Non, allez, je vais rester là quand même. L'idée, c'était simplement de vous mettre un lien vers le blog post original qui a permis de créer ce workshop, que j'ai écrit il y a 2-3 semaines, qui reprend l'ensemble des fonctionnalités dont on a parlé là dans le workshop, et que vous avez en QR code. Moi, j'ai à peu près fini là-dessus, donc je vais peut-être inviter Dimitri à dire ce qu'il a pensé de ce workshop pour dire coucou et faire parler de son microphone, histoire que je lui passe la main pour la suite de ce workshop. Et si vous avez des questions par ailleurs, on va pouvoir y répondre peut-être même ensemble. Ouais, le temps de passer la main à Dimitri pour un peu un avant-goût sur la deuxième partie qui sera un peu plus avancée. Dimitri? Oui, merci Alexandra et merci Reda. Donc, je pense que c'était effectivement une présentation très intéressante qui a bien couvert les façons différentes d'installation de Rancher. Donc voilà, je pense que c'est très bien, c'est bien. T'as bien résumé, Alexandra, les avantages et les inconvénients. Donc je vais répondre de ça. Je vais répondre ici. Merci tout le monde d'être venu. Donc merci Reda pour organiser ce meet-up. Moi, je m'appelle Dmitri, je suis field engineer chez Rancher. Donc je couvre la France et l'Europe du Sud. Et ce que je veux faire aujourd'hui, je veux faire une démonstration de fonctionnalités que vous allez pouvoir obtenir avec Rancher. Donc, ce que Alexandra vous a montré, c'est comment les façons différentes d'installer Rancher. Là, ce que moi, je vais vous montrer comment on peut avancer plus loin. Donc, dès que notre Rancher est fonctionnel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Okay. Je dis au revoir, ouais. Dimitri, je te laisse le microphone, je quitte le floor, je vous remercie pour l'écoute. Merci si vous avez à toi. des commentaires, je reste un peu sur le chat et je vais essayer de répondre aux questions qui peuvent apparaître et écoutez Dimitri en parler. Merci Alex.